Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 14 de The Wrestling Rankings. Nous sommes aujourd'hui en avril 1996 et nous allons parler d'un pay-per-view qui n'est pas très réputé, qui n'est pas très reconnu, mais qui a une importance toute particulière dans l'histoire de la WWF en 1996. J'ai nommé In Your House 7, In Your House 7, Good Friends, Better Enemies, les meilleurs amis, de bons amis et de meilleurs ennemis, qui résume totalement le main event, puisque le main event verra s'affronter le champion de la WWF, le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, et son meilleur pote, ex-garde du corps, et redevenu ennemi, puisqu'il avait été ennemi fin 94, début 95, Big Daddy Cool Diesel. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un pay-per-view qui a une importance historique dans la WWF, même si on ne reconnaît pas tout le temps? Tout simplement parce que, premièrement, ce pay-per-view est le premier pay-per-view où n'apparaîtra pas Bret Hart depuis le Royal Rumble 1992. On sait que Bret Hart, c'est la tête de gondole de cette nouvelle génération, comme l'a appelé la fédération à l'époque. Et Bret Hart, depuis le Royal Rumble, depuis WrestleMania 8, il est apparu à tous les pay-per-views. Alors, il y a deux exceptions. Il y a deux pay-per-views particuliers un peu spécifiques, puisque In Your House 2 de Lumberjacks, et il est dans un dark match, mais il apparaît devant les fans lors du pay-per-view, lors de l'enregistrement du pay-per-view. Le dark match d'ailleurs sera disponible par la suite sur les copies VHS et DVD. Et In Your House 4, Great White North, il est commentateur du main event, mais il apparaît au pay-per-view. Là, c'est la première fois où on ne verra pas Bret Hart en pay-per-view depuis le Royal Rumble 1992, ce qui fait 4 ans quand même. Et l'autre raison pour laquelle je dis que c'est un peu important historiquement parlant, c'est parce qu'à l'inverse, c'est le dernier pay-per-view où vont apparaître deux des plus grosses stars de cette nouvelle génération de la WWF. J'ai nommé, vous les avez compris, Big Daddy Cool Diesel et Razor Ramon, puisque j'en ai déjà parlé ultérieurement, j'en ai parlé précédemment, pardon. Ramon et Diesel vont quitter la WWF, et ils ont déjà quitté la WWF et ont signé avec la WCW. Là, ils font leur préavis. Et donc, c'est leur dernière apparition au pay-per-view. Il y a aussi, je pense, le One Two Three Kid qui va apparaître dans le Dark Match. Mais alors, le One Two Three Kid, je vais pas trop m'avancer parce qu'il apparaîtra peut-être dans d'autres pay-per-view Dark Match. J'ai pas tous les matchs en tête. Là, j'ai d'ailleurs été surpris quand je vous donnerai la carte. Le One Two Three Kid est dans un Dark Match. Je pensais vraiment que sa dernière apparition pay-per-view c'était numéro 6, mais au final, il est en Dark Match à numéro 7. Et donc, Diesel et Razor Ramon font leur dernière apparition pay-per-view à la WWF ce soir à numéro 7. Ils seront encore avec la fédération pendant quelques semaines. Leur dernière journée à la WWF, c'est aux alentours du 19 mai 96 au Madison Square Garden, où après un Steel Cage match entre Big Daddy Cool Diesel et Shawn Michaels, Razor Ramon et Hunter Stemsley, Triple H, vont se retrouver à Cap Ring et faire ce qu'on appelle le Curtain Call, ce qui sera connu par la suite sous le nom de Curtain Call Incident, où en gros on va briser le kayfabe puisque Diesel et Hunter, qui sont des heels, vont s'embrasser et célébrer avec Michaels et Hunter, avec Michaels et Ramon qui sont les babyface. Alors, vous le savez, pour les titres, vous le savez, la WrestleMania, Shawn Michaels a réalisé son rêve d'enfant et est devenu pour la première fois champion de la WWF. Évidemment, il est toujours champion à l'heure actuelle. Goldust est toujours champion intercontinental. Alors, je dis qu'il est toujours champion intercontinental, mais en réalité, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus complexe que ça. Peu de temps après WrestleMania, Goldust a perdu le titre face à Savio Vega, mais avec un finish controversé. Et Goldust derrière a regagné le titre. La WWF n'a jamais vraiment reconnu ou non le changement de titre. Mais voilà, Goldust est donc pour la deuxième fois champion intercontinental. C'est lui qui détient le titre en voyant pay-per-view. Les champions par équipe depuis Free For All dans WrestleMania, ce sont les Golden Skip et Zip, qui ont donc remporté lors du Free For All de WrestleMania les titres par équipe en battant les Godwins dans la finale d'un tournoi. La carte, alors c'est un In-House à 5 matchs, 6 si on compte le dark match.
Donc dans le dark match, dans le free for all, on aura le One Two Three Kid contre le Wildman Marc Mero qui fait ses débuts catchesques à la WWF en pay-per-view, puisqu'il était apparu à WrestleMania mais dans un segment backstage. Là, il va combattre pour la première fois. On aura Jake the Snake Roberts contre le British Bulldog Davey Boy Smith. Goldust contre l'Ultimate Warrior pour le titre intercontinental. Razor Ramon contre Big Van Vader. Les Wilderness, Skip Hesit contre les Godwins, Henry et Phineas pour les titres par équipe. Et le main event, Shawn Michaels, Big Daddy Cold Diesel, No Holds Barred. Match pour le WWF Championship. On commence donc avec le free for all et le match One Two Three Kid Marc Mero. C'est un combat assez sympa. Mero, à l'époque, n'a pas encore eu de graves problèmes au genou, donc il est assez agile dans le ring. On le verra par la suite. Là, le combat est assez court, donc on n'a pas le temps de trop en voir. Mais ce qu'on verra par la suite, vous verrez Marc Mero qui va faire déjà son finish à l'époque, c'est le Shooting Star Press. C'est un magnifique Shooting Star Press qu'il appelle The Wild Thing. Et après, il porte beaucoup de Top Rope Hurricane Rana, Double Jump Moonsault, vraiment Marc Mero. C'est une belle recrue pour la WWF parce qu'il va être populaire. Ça va aider aussi qu'il ait Sable dans son coin, on va pas se mentir. Il va être très populaire à la WWF. Et son côté agile va permettre de remplacer, entre guillemets, le One Two Three Kid, qui était le spécialiste de ce genre de move, mais aussi Akushi, qui a quitté la WWF au moment de ce pay-per-view. Le combat est plutôt sympa, le finish laisse un peu à désirer. Pour vous expliquer donc, la rivalité, alors le combat n'a pas de rivalité autour, mais Hunter Stemsley et Marc Mero sont en rivalité. Durant le combat, Hunter va venir voir en ringside pour un peu insulter Sable et essayer de la convaincre de revenir vers lui. Mero va vouloir se venger d'Hunter Stemsley. Les arbitres vont virer Hemsley. Mero va prendre l'avantage sur un autre équipe. Hemsley va revenir et Mero va remporter le match par disqualification. Après le match, alors que Mero attaquera les deux, il va se prendre un spinning kick du One Two Three Kid et Hunter va lui porter son pedigree pour le mettre KO. Ça, c'est le free for all. Le pay-per-view débute avec le combat entre Jake the Snake Roberts et British Bulldog. Alors, pourquoi à WrestleMania, Ken Cornette, donc le Bulldog, Owen Hart et Vader, avait, on s'en rappelle, avait battu Yokozuna, Ahmed Johnson et Jake the Snake Roberts. La rivalité, ça avait créé une triple rivalité individuelle puisque Vader et Yokozuna étaient entrés en rivalité, Vader avait placé Yokozuna. Le Bulldog et Ahmed Johnson étaient rentrés en rivalité sur qui est l'homme le plus puissant de la WWF, et Roberts et Owen Hart étaient rentrés aussi en rivalité de leur côté. Et c'est lors d'un combat entre Owen Hart et Jake Roberts que Jake Roberts allait remporter, que le British Bulldog est intervenu et a attaqué Jake Roberts. Seulement, Roberts est revenu sur le ring après l'attaque du Bulldog et lui a mis le serpent sur lui, et le Bulldog était effrayé, il déteste les serpents du Bulldog. Ça nous donne donc ce combat qui devait avoir lieu aujourd'hui. Le Bulldog vient accompagné de Jim Cornette, d'Owen Hart et de Clarence Mason, l'avocat de Jim Cornette. Roberts lui vient tout seul, avec son serpent. Et avant le combat, Clarence Mason, l'avocat, va donner un document à Jake Roberts qui dit que Jake Roberts a interdiction totale d'utiliser son serpent ce soir. Résultat, Jake va s'en aller avec le serpent, il va revenir avec Ahmed Johnson, et notre match en 1 contre 1 entre Roberts et le Bulldog va devenir un match par équipe. Jake Roberts et Ahmed Johnson contre Owen Hart et le British Bulldog. C'est un combat par équipe qui est plutôt sympa, les 4 hommes savent catcher, on le sait. Johnson est absolument incroyable au niveau de sa puissance et de sa popularité. Jake Roberts, malheureusement, depuis son retour à la WWF, donc au Royal Rumble 96, il passe son temps à vouloir porter son DDT, en même temps c'est son seul move populaire par les fans ne jurent que par le DDT. Ça ruine un peu le combat, je trouve, parce que à un moment,
le ring, ils échangent quelques moves, puis d'un coup, Jake va aller pour le DDT, Owen va s'en sortir, ils vont recommencer quelques moves, Owen va se faire avoir DDT, ah non, Jake n'arrive pas à prise. Et c'est très... c'est presque frustrant parce qu'on se dit, bah on sait, mon combat va se terminer avec un DDT, on attend qu'il le porte. Voilà, et comme ça termine le combat. Au final, à la fin du match, le British Bulldog va utiliser la raquette de Jim Cornette pour frapper à 2 reprises Jake Roberts dans le genou et va remporter le match en portant une sorte de heel hook. Là aussi, pour moi, le finish n'a pas de sens réel. Si on veut vraiment faire perdre Jake Roberts par soumission, parce qu'il est blessé au genou, le Bulldog ou même Owen Hart attaque Roberts au genou et il y a le sharpshooter. Owen porte le sharpshooter. Là, on a le Bulldog qui ne sort jamais ou presque de prise de soumission, qui remporte le match avec un heel hook. C'est pas très crédible. On passe ensuite au combat de championnat intercontinental, Goldust contre l'Ultimate Warrior. Que dire sur ce combat? C'est le deuxième 0 que je mets depuis 14 pay-per-view, donc pour l'instant 14 pay-per-view 2-0. Le combat est... Il n'y a pas de combat en fait. Je peux même pas dire le combat est catastrophique parce qu'il n'y a pas de combat. Goldust pointe au ring avec un garde du corps tout droit sorti du parrain et Marlena. Il semble être blessé au genou. Alors peut-être que c'est la raison de cette absence de combat. L'Ultimate Warrior est hyper populaire, il arrive plein d'énergie, etc. Goldust va perdre 5 minutes à l'extérieur du ring en faisant des allers-retours, puis l'Ultimate Warrior va le convaincre de venir dans le ring. Il va rendre le cigare à Marlena qui va le récupérer. Il va ensuite rendre à Goldust sa robe. Et il va dire à Goldust, assieds-toi dans ton siège. Marlena va donner le cigare à l'Ultimate Warrior pour qu'il reprenne une petite taf. Et Goldust va lui tendre la main pour qu'il le rince la main. Et là, l'Ultimate Warrior va écraser le cigare sur la main de Goldust, le brûlant la main. Puis ensuite, il va lui porter un clothesline. Puis un deuxième clothesline. Et Goldust va sortir du ring et se barrer. Et va donc perdre le match par décompte à l'extérieur du ring. Je dis perdre le match, il n'y a pas vraiment de match. Je ne suis même pas sûr qu'il ait réellement commencé le combat au final. Mais donc défaite par décompte à l'extérieur du ring, ce qui lui permet de conserver son titre intercontinental. Je ne sais vraiment pas si le combat est ainsi parce que Goldust est réellement blessé au genou ou si c'est juste parce que Vince McMahon et la WWE voulaient que l'Ultimate Warrior soit en pay-per-view, mais ils ne savaient pas compter le faire catcher. Parce que franchement, le combat n'a aucun sens. La rivalité, il n'y en a même pas. Ça n'a aucun sens. Et en toute honnêteté, c'est une perte de temps. J'avais dit que le premier 0 était justifié parce que Yokozuna et King Mabel étaient des catastrophes ambulantes dans le ring. Là, le 0 il est mérité parce que c'est vraiment une inutilité totale ce combat en pay-per-view. On enchaîne avec le combat donc, entre Razor Ramon et Vader. Là aussi, pas de rivalité. C'est le dernier combat de Razor Ramon en pay-per-view à WWE, je vous l'ai dit au début. Et selon la tradition honorée et très connue du monde du catch, la superstar qui quitte une fédération essaye de mettre over l'une des nouvelles stars de la fédération. Ici, Vader, le nouveau monstre de la WWE, le mastodonte comme on l'appelle. Donc Razor Ramon forcément essaye va devoir le put over. Et en toute honnêteté, j'étais assez surpris parce que j'ai toujours lu que normalement, pour les derniers combats d'une superstar à la WWF, et même dans le monde du catch, quand on quitte une fédération, généralement les derniers combats, c'est des squash. La personne se fait démonter. Et là, au contraire, c'est un combat très... Il y a une belle agression entre les deux. Et vraiment, Ramon ne se fait pas démonter. Il a quand même des moves importants. Il porte notamment une back suplex à Vader. Et il va tenter le Razor's Edge. Alors ça m'a impressionné. Il va tenter le Razor's Edge avec Vader qui est sur la troisième corde. Mais il ne va pas réussir à le porter intégralement. De son côté, Vader va faire preuve de toute sa puissance et toute sa force. J'ai été assez surpris aussi du fait que Ramon, à un moment, va se sortir du Vader Bomb. Alors le Vader Bomb, c'est le finish de Vader. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vader Bomb, c'est
Vader monte sur la deuxième corde, dont le catcher. Il saute un petit peu sur les cordes et il s'élance en arrière avec un splash renversé sur le catcher. Et jusqu'à, il me semble, il y a cette personne ne s'était jamais sorti du Vader Bomb. Et là, Ramon va s'en sortir. À la fin du match, Ramon va vouloir porter de nouveau le Razor's Edge. Vader va contrer avec un Bad Bunny Drop et va porter une sorte de Banzai Drop instantané sur Ramon pour le compte de 3 et la victoire. Ramon s'en va donc sur une défaite, comme le veut la tradition du catch. Après le combat, Duncan Knox va interviewer Vader et Jim Cornette devant du ring et leur annoncer que au prochain In Your House, elle va annoncer que Gorilla Monsoon, le président de la WWF, attendait de voir qui allait remporter ce combat pour lui annoncer qu'au prochain In Your House, Yokozuna ferait son retour à la WWF et affronterait le vainqueur. Et donc Yokozuna. Et donc on a déjà notre premier match pour le In Your House suivant, In Your House 8, Beware of Dog. Attention au chien, qui verra s'affronter Vader et Yokozuna. On enchaîne avec le pré-main event, le match est championnat par équipe, les Body Nanas qui pésitent contre les Godwin, Henry et Phineas. Pas trop de rivalité là-dessus, on a juste quelques passages de WrestleMania et de Raw où Sonny joue sur le côté sentimental des Godwins et notamment de Phineas qui semble amoureux d'elle. On voit qu'à WrestleMania, elle l'a distrait en lui montrant légèrement ses fesses, ce qui a permis à Zip de lui porter un round-up pour remporter le combat et les titres par équipe. On voit que 2-3 semaines plus tard à Raw, elle semble avoir montré ses seins, toujours à Phineas, qui est complètement amoureux. Le combat par équipe est plutôt sympa, les catcheurs savent ce qu'ils font dans le ring. Pas de débat là-dessus, on est sur un bon combat par équipe. La fin du combat va continuer cette histoire de Phineas qui est amoureux de Sonny, puisque alors que Henry Godwin est en train de vouloir porter le slot drop à l'un des Body Nanas, Sonny va ramener une photo dédicacée dans un cadre à Phineas. Évidemment, du coup, Henry va être distrait et ne fera pas le tomber sur le Body Nanas à qui il est porté le slot drop. L'autre Body Nanas, je crois que c'est Zip, ils vont faire un changement, ils vont faire Twin Magic, comme diront les Bella Twins plus tard. Ils vont donc échanger. Et quand Henry va vouloir aller faire le tomber, il va se prendre un roll-up et les Body Nanas vont conserver les titres par équipe. On passe donc au main event, Shawn Michaels, Big Daddy Cool Diesel. J'ai envie de dire, la rivalité elle est toute simple. Michaels et Diesel qui étaient redevenus amis au cours des années 95 vont finalement de nouveau se prendre la tête. Et Diesel va notamment attaquer Shawn Michaels avec un coup de chaise dans le dos. Et après, à cette manière, il va dire à Shawn, je suis ta première, tu vas perdre le titre contre moi, je serai ton bourreau. Et donc ça nous donne ce No Star match entre les deux, qui est un bon premier match de défense de titre pour Shawn Michaels parce que il est excellent. C'est un excellent combat entre les deux. Le premier combat entre les deux à WrestleMania 11 avait déjà été très très bon. Et à l'époque, il n'y avait pas de stipulation particulière. Là, on est sur un no sport match qui permet aux deux hommes de se libérer totalement. Diesel va notamment porter un jackknife powerbomb à travers la table des annonceurs à Shawn Michaels. Ça n'avait jamais été fait précédemment, puisque si Bret Hart avait été le premier catcheur officiellement à passer à travers une table des annonceurs au Survivor Series 95, c'était presque accidentel de la part de Diesel. À l'époque, il avait poussé Bret et Bret avait volé dès la bord du ring à travers la table. Là, c'est volontaire. Diesel porte le jackknife et Diesel s'en va de la WWF en pay-per-view avec un super combat. Ce qui montre, encore une fois, je l'ai déjà dit précédemment et je le redirai, que quand Diesel, Kevin Nash était motivé et avait des bons adversaires dans le ring, il était capable de faire des très bons combats. Et là, il le prouve ce soir avec un excellent combat et Shawn Michaels est absolument fantastique dans le rôle du petit champion qui se fait démonter mais qui va revenir, qui lâche rien,
finishing music évidemment, il y a aussi un moment assez cringe un peu dans le combat quand Diesel va arracher la jambe en plastique de Maurice Mad Dog Vachon. Shawn Michaels va le dire plus tard dans son livre. Mad Dog Vachon n'était pas du tout au courant de ça. C'est Diesel en lui prenant la jambe qui va lui dire laisse-toi faire, c'est pour le fun. Et après en backstage, Mad Dog Vachon va être accompagné en backstage, Diesel et Michaels vont le remercier. Et Mad Dog Vachon va, dans son style inimitable de vieille légende du catch, va dire c'est quand vous voulez, il va dire c'est quand vous voulez pour m'arracher la deuxième limite, en gros, c'est à peu près ça qu'il va vouloir dire, et c'est assez révélateur de la gimmick et de l'esprit du catch à l'époque, où les catcheurs étaient prêts à tout pour leur fédération, et pour permettre aux fans d'avoir un endroit. On a donc Stony House avec Shawn Michaels champion du monde, et une nouvelle rivalité qui débute aussitôt presque dans le pay-per-view, puisque plus tard, enfin un peu plus tôt dans la soirée, le British Bulldog en backstage était vu en train de tambouriner sur la porte de Shawn Michaels s'il voulait rentrer. On verra à In House 8 pourquoi, lors de l'épisode In House 8 pourquoi. Et donc voilà, c'est terminé pour ce numéro 7 qui ne va pas battre le Royal Rumble 96, qui reste le meilleur pay-per-view et de l'année 96 et au classement général, mais qui va très bien se classer qui va très bien se classer dans le classement, avec une belle moyenne qui est fortement aidée, soyons très honnêtes, par le main event, qui prend un 5 sur 5, puisque pour moi c'est un match qui vaut 5 sur 5. Il n'y a rien à dire. Déjà les deux hommes ont des rivalités sanguines, et tout de suite ils se tapent dessus, il n'y a pas de, on tente pas des restaurants, etc. Vraiment c'est un match qui pour moi vaut, et puis c'est un match qui monte un peu le degré de violence à la WWF, parce qu'on avait déjà vu le No Holds Barred match entre Bret Hart et Diesel où il y avait un peu plus de brutalité et de violence, mais là c'est vraiment toute la violence de la WWF et d'une rivalité. Voilà, c'est terminé pour ce 14e épisode de The Wrestling Rankings. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite, comme toujours, à vous abonner soit à la chaîne YouTube, soit à la chaîne TikTok, soit aux deux, évidemment, ce serait parfait. La vidéo récap va arriver sur TikTok aussi, juste derrière. Merci à vous pour votre présence. Je vous dis de prendre soin de vous et à ciao, bon dimanche.